Si on veut une mesure de sobriété qui immédiatement allonge l'autonomie des véhicules électriques, en même temps qu'elle réduit la consommation de pétrole des voitures thermiques, c'est la limitation de vitesse sur l'autoroute. Parce que la vitesse est un élément très important de consommation. Ça vaut pour l'électrique comme pour le thermique. Quand on passe de 110 à 130, on augmente de 20% la consommation. Donc là, on a un moyen très puissant de réduire instantanément les émissions de CO2 et d'augmenter instantanément l'autonomie des véhicules électriques et Oui, donc de alors réduire. bonjour, et bienvenue pour cette séance où nous allons parler de la voiture électrique et de sa place dans la mobilité de demain. Je m'appelle Wojtek Kejnowski, je suis co-directeur de l'Institut Veblen et j'aurai donc le plaisir d'animer ce lunch webinar qui vient remplacer une séance à l'Académie du climat. Malheureusement, nous avons perdu la salle, donc cette séance était prévue d'être en présentiel un soir de cette semaine à l'Académie du climat, mais malheureusement, nous avons été contraints de l'organiser sous cette forme-là. Donc, je remercie beaucoup Cédric d'abord, qui est l'auteur du livre qui explique pourquoi la voiture est bonne pour le climat. C'est le livre qui fait un peu l'objet et le point de départ de notre discussion aujourd'hui. Mais nous avons aussi avec nous Marie Chéran de la Fédération européenne Transport et Environnement et David Marshall, qui est directeur exécutif de l'expertise et des programmes à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Donc nous avons trois intervenants pour un format court et je précise aussi que comme tout ce cycle de débats à l'Académie du climat, cette séance est organisée avec nos amis de l'association pour un réveil écologique. Louis Dezy, pardon, est avec nous aujourd'hui et lui va animer la deuxième partie de la séance en vous posant quelques questions. Mais nous sommes aussi très preneurs des questions venant de la salle. Cette introduction étant terminée, je propose donc qu'on donne la parole à Cédric, qui est donc l'auteur du livre en question et dont j'ai le plaisir d'être coéditeur. Et ensuite, nous aurons donc deux réactions ou des interventions qui porteront peut-être sur le livre ou peut-être sur les sujets du fond. Comme vous savez, probablement, il ne se passe pas un jour maintenant sans qu'une nouvelle tombe concernant la voiture électrique. C'est un sujet qui suscite beaucoup, beaucoup de débats. Et c'était un peu notre ambition aujourd'hui avec le livre et aujourd'hui avec ce débat d'y contribuer à éclairer parce qu'il est souvent mal posé, me semble-t-il. Mais alors, Cédric, je te donne tout de suite donc la parole. Merci Vojtek, merci pour l'invitation et merci pour l'introduction. Je vais m'en tenir au temps imparti et je vais vous faire une petite présentation, donc je vais vite partager mon écran que j'ai vraiment ramené à l'essentiel, histoire de vous promener autour dans mon livre, qui est comme le précédent sur les éoliennes, une tentative de défendre un des objets de la transition énergétique qui me paraît le plus attaqué, le moins bien compris. Et le fait est qu'il est en fait sous le feu de tirs croisés, d'une part les défenseurs de la voiture de toujours, les mordus du moteur à explosion et des odeurs d'essence d'un côté, et de l'autre les gens qui veulent en finir avec les voitures et pour qui la voiture électrique n'est que la prolongation de la voiture par d'autres moyens et donc une occasion ratée de remettre en question le rôle trop central de la voiture dans nos déplacements. Je comprends mieux déjà cette deuxième position, mais je ne la partage pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc, j'ai un premier chapitre où j'explique que, en gros, le passage du déni du changement climatique, qui n'est plus possible aujourd'hui, on le voit bien qu'il est partout, à l'attaque contre les solutions. Il y a eu l'attaque contre les renouvelables, il y a toujours. Maintenant, il y a l'attaque contre la voiture électrique. Or, on en a absolument besoin. Donc, dans ce deuxième chapitre, je montre que les émissions de CO2 liées au transport sont c'est le seul secteur dont les émissions croissent continuellement en France, en Europe, dans le monde. Et donc, on est tout à fait fondé à intervenir. On a des émissions qui représentent 30% de nos émissions. Il faut absolument agir. Alors, est-ce qu'on peut agir en supprimant les voitures? Parce qu'il faut supprimer les émissions. Donc, je discute là dans ce chapitre
en long, en large et en travers des possibilités de la sobriété. Je remonte aux critiques anciennes de la voiture, de Ivan Illich, André Gortz, et même avant, Bernard Charbonneau, Alfred Sauvy, etc. Et je discute des possibilités et des limites de la sobriété. Alors, je soutiens à fond le report modal vers le train, vers les transports en commun, vers le vélo, la marche à pied, tout ce qu'on veut. Mais voilà, il se trouve que les voitures ont aussi façonné notre géographie, notre façon de vivre, de travailler. On travaille maintenant loin de chez soi, etc. Et donc, c'est pas du tout facile. On arrive à faire des choses. Heureusement, on fait des choses depuis le milieu des années 70. On a remis les transports en commun. Maintenant, on met beaucoup de vélos, entre autres grâce aux vélos à assistance électrique. Mais voilà, on arrive à faire des choses, mais on n'arrivera pas à supprimer les voitures. Et je donne cet exemple. Dans le monde, il y a 1 milliard de voitures particulières aujourd'hui. En France, on en a une pour 2 habitants. C'est trop, je suis d'accord. Ramenons ça à 1 pour 5 habitants par toutes les mesures que je viens d'évoquer. Et regardons le monde de 2050. Il y aura 10 milliards d'habitants. Avec la même proportion que chez nous, ça fait 2 milliards de voitures. 2 fois plus qu'aujourd'hui. Ou alors, il faut expliquer pourquoi les Africains, les Asiatiques, les Latino-Américains en auront toujours beaucoup moins demain que les Européens plus sobres que nous serons à ce moment-là. Voilà. Donc, on ne va pas finir avec les voitures. Et donc, il y aura plus de pétrole, etc. En même temps, alors je raconte, ça c'est, je pense, que c'est un des chapitres assez plaisants, l'histoire de la voiture électrique, et notamment comment la révolution de la batterie lithium-ion, qui est plus légère et plus compacte que toutes les autres qui l'ont précédée, comme on peut le voir ici, et dont le coût s'effondre littéralement depuis 15 ans, comme on voit ici. Voilà, cette batterie amène enfin la possibilité de voitures électriques avec une autonomie raisonnable et suffisante pour remplacer la voiture, non seulement dans ses usages quotidiens, mais aussi dans ses usages éventuellement hebdomadaires ou de vacances, et en fait dans la plupart de ses usages. Et donc, elle change tout parce qu'elle apporte vraiment des perspectives nouvelles. J'ai un chapitre évidemment sur les camions. Je pense qu'on va électrifier les camions aussi. Il y aura quasiment pas d'autres solutions. Et je montre d'ailleurs avec la thèse d'Aurélien Bigot que dans la plupart des scénarios qu'on connaît, y compris Negawatt, y compris l'ADEME, y compris l'AIE, y compris l'IDRE, etc., au fond, ce que va accomplir la réduction de la demande de transport éventuelle, ou la maîtrise de l'augmentation de la demande de transport, puis le report modal et le taux de remplissage amélioré, etc., tout ça, ça fait assez peu. Et ce qui va être l'essentiel malgré tout pour arriver à la décarbonation, c'est l'efficacité énergétique des véhicules et l'intensité carbone de l'énergie. Or, l'électricité fait les deux. Elle est décarbonée, je vais y venir, donc elle réduit fortement l'intensité carbone de l'énergie par rapport au carburant pétrolier, mais aussi elle améliore fortement l'efficacité énergétique des véhicules, puisque un véhicule électrique va consommer en gros 3 fois moins d'énergie finale qu'un véhicule à essence de pétrole, dont les 2 tiers de l'énergie vont partir en chaleur perdue. Je ne résiste pas à la tentation de vous montrer cette petite comparaison que j'ai faite là avec les biocarburants, parce qu'on me dit toujours, oui, alors les surfaces, du photovoltaïque, l'éolien, ça va poser problème, tout ça. Non, ça ne pose pas problème. Regardez ce qu'on a. En France, on a 1 million d'hectares consacrés aux biocarburants. Regardez les distances qu'on peut parcourir avec une voiture qui s'alimente avec des biocarburants. J'ai ici 1 hectare de biocarburants, puis j'ai 1 hectare de photovoltaïque, d'ailleurs, en agrivoltaïsme, comme vous pouvez voir avec les moutons. Et je regarde la production annuelle, 3500 litres par an de bioéthanol, 1200 mégawattheures par an d'électricité. Je regarde la consommation d'une voiture en éthanol ou en électricité et je conclus que avec la première, on peut parcourir 42 600 km en une année. Avec l'autre, on peut parcourir 7 millions de kilomètres. C'est symbolisé par les petits trajets bleus que vous voyez ici. Et je crois que la comparaison se passe de tout commentaire. Alors, ensuite, j'ai un chapitre qui regarde le bilan carbone de la voiture électrique parce qu'il est discuté. En fait, il est discuté parce que quand on fabrique une voiture électrique, bah oui, au départ, à la fabrication, il y a plus d'émissions de CO2 et c'est notamment la batterie qui fait autant d'émissions que le reste du véhicule. Donc, c'est effectivement un souci légitime, mais dès qu'on commence à rouler, eh bien, on rattrape ça parce que selon le caractère plus ou moins carboné de l'électricité qu'on utilise, mais voilà, dans le pire des cas, là, j'ai repris un graphe de transport et environnement pour vous le montrer. Il n'est pas dans le bouquin. J'ai un calcul qui est un tout petit peu différent, mais on ne va pas entrer ces détails. Mais en gros, voilà, dans le pire des cas, on réduit de 37% les émissions.
En moyenne, on les réduit de 70%, et dans le meilleur des cas, on arrive à 85%, évidemment. Donc voilà, il n'y a pas photo, si j'ose dire, entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, quoi qu'on en dise, sauf si évidemment on achète un véhicule électrique et qu'on le laisse tout le temps au garage. Alors là, oui, on a plus d'émissions, mais c'est vraiment un cas extrêmement spécial. En réalité, les voitures parcourent 12 000 km par an en moyenne, etc. Donc c'est rapidement, en un an en France, en deux, trois ans ailleurs en Europe, qu'une voiture rembourse sa dette CO2 et ensuite économise du CO2. Enfin, j'ai un chapitre sur les métaux, et ça c'est important parce que c'est maintenant le grand angle d'attaque contre les voitures électriques, c'est à propos des métaux. D'abord, il faut quand même dire que dans la transition énergétique, il y aura moins d'extraction minière qu'aujourd'hui, et non pas plus, contrairement à ce qu'on vous dit. Pourquoi? Parce que l'effondrement de la consommation de charbon va conduire à une réduction forte de l'extraction minière globale, même si dans les transports, il y aura plus d'extraction, parce qu'il y a plus de métaux, ça n'est pas compensé par la baisse d'extraction du pétrole. Mais globalement, avec la production d'électricité, où là aussi il y a plus de métaux, mais tellement moins de charbon, qu'en fait, on va avoir moins d'extraction minière. Mais vous me direz, il faut regarder les métaux. Alors regardons les métaux 2 minutes. Les métaux, on a ici les quantités de concentrés métalliques. Ici, on voit qu'il y a trois métaux qui en fait concentrent 80% du travail d'extraction minière. Ces métaux, c'est le fer, 3 milliards de tonnes de concentré métallique, le cuivre, 2,7 milliards de tonnes, et l'or, 2 milliards de tonnes, pour obtenir des quantités extrêmement différentes, parce qu'évidemment, les teneurs de ces concentrés en métal sont extrêmement différentes. L'or, il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça qu'il est un peu cher, vous l'avez bien compris. Là-dedans, si on regarde le reste, on a l'aluminium, on a le zinc, enfin on a le nickel, et puis on a le platine, uranium, plomb, etc. Donc vous voyez que le seul métal dont la demande est vraiment impactée par la transition énergétique, au fond, c'est le cuivre. Alors, le lithium est impacté, mais il est tout petit, il ne compte pas. Et du lithium, on en trouve partout, il y en a partout. Le seul qui pose éventuellement problème, c'est le cuivre, parce que c'est le métal de la transition énergétique, il est partout, dans les batteries, dans les moteurs électriques, dans les pompes à chaleur, dans les échangeurs de chaleur, dans les réseaux de transport, etc. Donc, c'est le cuivre, le métal, qui compte. Et c'est intéressant de regarder en une seconde ce qui se passe. En 70, il y a plus de 50 ans, on exploitait des gisements avec une teneur en cuivre de 1,7%. On estimait alors les réserves disponibles, exploitables, à 280 millions de tonnes, et puis les ressources, qu'on pourrait peut-être exploiter un jour, à 1,6 milliard de tonnes. Aujourd'hui, on exploite des gisements à 0,6-0,7% des teneurs en cuivre. Le réflexe qu'on a tous, c'est de dire, ah ben, on approche de la fin, bientôt il n'y en aura plus. C'est pas du tout ça qui se passe. En un demi-siècle, le progrès technique a permis d'extraire le cuivre de gisements plus pauvres avec la même quantité d'énergie et des émissions de CO2 moindres. Or, les gisements plus pauvres sont plus grands et plus nombreux que les gisements riches. Le résultat, c'est qu'en fait, depuis 70, alors qu'on avait 280 millions de tonnes de réserves, eh bien, on a exploité 650 millions de tonnes de cuivre et on a des réserves maintenant estimées à 890 millions de tonnes. Et les ressources, alors c'est 5,5 milliards de tonnes. Donc, c'est pour dire que on se fait beaucoup de fausses idées sur les métaux. Il y a beaucoup d'absurdités qui sont propagées dans des articles ou des livres. La réalité est quand même beaucoup plus simple. Alors, quand les teneurs diminuent, il y a un problème qui augmente, c'est celui des déchets miniers. Je ne dis pas que la mine, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus propre au monde, mais je dis qu'on ne va pas manquer de métaux pour faire la transition énergétique et qu'on a besoin de ces métaux pour éviter un mal qui est beaucoup plus grand que la pollution minière, qu'on peut d'ailleurs quand même réduire à un minimum quand on fait ça sous contrôle. Et ce mal bien plus grand, c'est évidemment le changement climatique. Voilà, je m'arrête là. Je laisse peut-être quelques instants le sommaire si vous voulez réagir. J'ai évidemment d'autres chapitres. J'ai un chapitre désespéré bien en cours qui dit est-ce que l'industrie française va mourir de la concurrence chinoise? Vous avez vu que récemment, le patron de Stellantis, après d'ailleurs les automobilistes allemands, vient de déclarer qu'il fallait surtout pas revenir en arrière sur l'interdiction du moteur thermique neuf, la vente du moteur thermique neuf en 2035 en Europe. Donc, c'est le message de ce livre. Il ne faut pas revenir sur cette interdiction parce qu'on perdrait, on n'est déjà pas en avance sur les Chinois, c'est vrai, mais on se mettrait encore beaucoup plus en retard et ce serait tragique pour notre industrie si on revenait en arrière, si on hésitait. Il faut y aller et il faut y aller parce que c'est bon pour le climat. Voilà, j'ai un dernier chapitre sur les transports extraterrestres. On en parlera éventuellement une autre fois, le maritime et l'aviation, où là vraiment la sobriété s'impose. Merci de votre attention.
Merci Cédric. Les transports extraterrestres seront effectivement pour une autre fois. Alors je me tourne vers Marie, Marie Chéron, Transport et Environnement. Si vous voulez bien réagir soit aux propos de Cédric, qui a fait le tour un peu de la question. Il a essayé de couvrir à la fois le bilan environnemental, l'accessibilité des matières premières, la question économique, disons, des filières. Bon, c'est une question à part hein, dont on pourrait traiter dans une autre séance, la question posée par Cédric, effectivement, est-ce que l'industrie européenne va rattraper le retard? C'est une énorme question, mais c'est pas forcément celle qui va nous préoccuper, qui est au cœur de nos questions aujourd'hui. Alors, Marie Chéron, est-ce que vous voulez réagir, contredire, approuver, désapprouver? Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour ce débat. Alors effectivement, on voit que la question est particulièrement complexe à travers les différents thèmes qui viennent d'être abordés par Cédric. Moi, ce que je voudrais, enfin, je vais faire quelques remarques préliminaires et puis ça viendra alimenter le débat. La première chose, je trouve, c'est important de revenir à ce titre. La voiture électrique est bonne pour le climat. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le dire aujourd'hui? Parce qu'effectivement, on a un débat public qui est souvent à charge contre le véhicule électrique. Et d'un point de vue personnel, moi, je travaille sur le véhicule électrique depuis 2016 maintenant. Et j'ai vu voilà, progresser depuis donc maintenant 8 ans ce débat-là. Et on voit bien la venue de ce qu'on appelle les backlash sur le véhicule électrique. Donc c'est régulier. Il est régulièrement accusé de ne pas être recyclable, de s'alimenter uniquement à l'électricité nucléaire, à être finalement tout aussi, voire plus polluant qu'un véhicule thermique. Donc effectivement, régulièrement, on a des montées comme ça dans les médias, surtout en période d'élection ou en période de négociation de textes importants, notamment au niveau européen. On sait, et c'est d'ailleurs, Cédric Philibert le mentionne hein, dans son livre, il évoque à un moment donné le rôle du lobby pétrolier. On est quand même dans un jeu de communicants qui est assez fort, et donc je trouve ça important de le rappeler, parce qu'en tout cas, nous, on l'observe de manière très régulière. Là, très récemment, on est dans une période préélectorale au niveau européen, avec des voix qui s'élèvent pour la remise en cause de l'objectif, par exemple, de 2035. Et là, on sait, voilà, on imagine bien d'où ça vient. Et là, typiquement, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas forcément les voix de l'industrie qui s'opposent à ce qui a déjà été voté, parce que finalement, l'industrie a tout intérêt à garder le cap. C'est plutôt des voix politiciennes qui n'ont pas forcément tout compris de la complexité du débat. En tout cas, voilà. Donc, je trouve qu'on est dans une période qui est particulièrement intéressante pour mettre ce sujet sur la table. Ensuite, je voulais quand même dire merci, parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas mentionné, Cédric, mais dans le livre, vous parlez des camions. Et les camions, on n'en parle pas beaucoup, parce que il y a beaucoup plus de retard. Mais en ce moment, au niveau européen, on a un texte en cours de négociation qui va fixer aussi des objectifs de réduction des émissions de CO2 et avoir avec un objectif en 2040 de moins 90% de réduction des émissions de CO2. Donc, on est quasiment sur une sortie du thermique aussi pour les poids lourds. Donc, c'est important parce que on voit bien au niveau de ce secteur-là aussi combien le débat peut être difficile et combien il y a besoin de faire de la pédagogie. On parle parce qu'on en fait pas mal en ce moment et on voit le besoin d'en parler sur les ressources énergétiques, sur la disponibilité des batteries qui vont être là. Est-ce que vraiment c'est la technologie qui est plus propre? Et à toutes ces questions, il y a des réponses. Oui, effectivement, les camions électriques vont apporter des solutions. Aujourd'hui, la principale difficulté, c'est essentiellement l'équation économique. Donc là-dessus, on convoque les politiques publiques et il y a encore des innovations à mettre en place de ce point de vue-là. Mais on voit que voilà, derrière tout ce débat sur la voiture arrive aussi celui des poids lourds et de l'ensemble de la logistique qui est absolument indispensable. On ne pourra pas parler d'économie verte si on ne décarbone pas le fret routier. Impossible. Et ça ne suffira pas, effectivement, comme vous dites, de remettre sur les rails, vu qu'on est quand même à 90% de marchandises transportées sur les routes. Donc ça, je voulais le mentionner, le sujet des camions doit remonter aussi dans l'agenda politique et médiatique. Ma troisième remarque, donc je trouve ça très important d'apporter des éléments rationnels et on voit qu'il y en a besoin sur tous les sujets. Vous avez mentionné les mines, vous avez mentionné la question industrielle, la concurrence internationale sur l'industrie automobile et du coup plus généralement question de la compétitivité de l'industrie européenne par rapport à l'industrie chinoise et par rapport à l'industrie américaine. On voit qu'on a des sujets d'une extrême complexité
Et souvent, il y a des tentatives de diluer tous les messages. Donc, on a besoin absolument de rationaliser le débat et pour observer ce qui se passe. On voit quand même qu'il y a une progression dans l'opinion publique et elle ne se fait qu'en rationalisant et en apportant des réponses concrètes. On va avoir aussi besoin, en plus de ça, et pour moi, c'est un des enjeux majeurs, d'avoir des sortes de démonstrateurs, des preuves, pouvoir montrer que le passage à l'électrique a des bénéfices. C'est tout l'intérêt d'avoir, par exemple, sur le leasing social, en tout cas, c'est ce qui nous motive à soutenir ce dispositif-là, c'est de montrer très rapidement que si on soutient l'accès à des véhicules électriques, ça peut être extrêmement bénéfique d'un point de vue budget pour des ménages vulnérables. Parce que tout simplement, au kilomètre parcouru, pour ceux qui roulent pas mal, ça devient vraiment très intéressant. On a besoin d'avoir des preuves que ça fonctionne. Sur les camions, c'est pareil. On commence à avoir des vidéos qui tournent de conducteurs de camions. Et on sait qu'il y a une pénurie de conducteurs à l'heure actuelle qui nous disent oui, moi, quand je roule à l'électrique et je ne reviendrai pas en arrière parce qu'il n'y a pas les vibrations, il y a moins de bruit, il y a moins les odeurs de carburant, etc. Donc oui, j'ai un bénéfice. Et quand on arrivera à mettre en avant tous ces bénéfices, c'est ça aussi qui va faire qu'on va réussir à construire un récit positif sur l'électrique et qu'on arrivera aussi à combattre évidemment toutes les fausses idées reçues qui circulent. Au-delà de tout ça, je crois que c'est important qu'on puisse entendre aussi ce qu'ont à dire les gens. Je vais prendre cet exemple-là, parce que la semaine dernière, j'étais dans un débat sur la mine de lithium qui va s'ouvrir dans l'Allier. Donc, c'était un débat public. On sait qu'il y a des oppositions aussi à la réouverture d'une mine. C'est vraiment pas facile de se dire on réouvre une mine aujourd'hui en France avec une activité. Enfin, c'est une mine qui a encore en plus des activités, mais on vient mettre une activité supplémentaire beaucoup plus importante. Et du coup, s'expriment dans ces débats-là aussi les oppositions, y compris aux véhicules électriques. Et c'était intéressant d'entendre les gens dire OK, une mine, mais nous, on ne veut pas que ça serve à produire des SUV. Alors là, il y a une caricature forte du débat. Alors, Imerys, qui est l'exploitant responsable de la mine, dit bah, moi, je ne peux pas vous garantir que je peux pas produire du SUV parce que finalement, c'est pas moi. Donc, il rejette la faute à l'autre bout de la filière. Et puis, les responsables politiques, il y en avait très peu dans la salle, avec un seul, avait dit, et encore c'était au débat précédent, puisque cette question revenait à chaque débat, et les personnes en charge disaient, ah bah nous on peut pas, c'est pas de notre sort. En fait, pour moi, c'est très important ce point-là. C'est-à-dire que de point de vue l'électrique nécessite un shift, un changement énorme sur les ressources qu'on va utiliser. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire de l'industrie et de l'énergie comme on faisait l'industrie de l'énergie au XXe siècle. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un sens qui est différent, va raconter une autre histoire. Donc, il faut savoir regarder à quoi ça va servir si on extrait des matières, à quoi ça va servir de produire, à quoi ça sert de consommer. Il y a une recherche de sens qui est beaucoup plus forte et une exigence de sobriété et d'utilité, en fait, qui me semble nouvelle et à laquelle il faut absolument entendre. Il faut entendre ces demandes et faire et progresser dans la complexité et le débat. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et c'est quelque chose qui peut-être, je pense que le défaut de vision politique un peu globale de la part de nos dirigeants peut expliquer aussi pourquoi le débat patine. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a encore des oppositions sur le véhicule électrique? C'est aussi parce que les véhicules sont trop chers, mais ça, c'est un problème de politique industrielle. Pourquoi les véhicules sont trop gros et trop lourds? Parce que même si, effectivement, on peut relativiser le poids, comme vous le faites, Cédric, dans le livre, je pense que quand même, la problématique du type de modèle de véhicule qu'on propose aux gens est un vrai sujet. On a besoin d'avoir des véhicules qui soient beaucoup plus petits. De ce point de vue, je pense que peut-être l'ADEME vous en parlerait, parce que vous avez aussi des expérimentations sur des véhicules intermédiaires. Et je pense que l'électromobilité doit nous tirer vers quelque chose qui est beaucoup plus sobre, beaucoup plus léger, parce que ça va répondre aux besoins des gens et évidemment aux limites planétaires et aux contraintes tout simplement physiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc voilà, on a besoin de cette cohérence politique pour répondre à la complexité des choses. Voilà, c'était mes quelques remarques préliminaires. Merci beaucoup Marie. Effectivement, vous avez raison d'emmener cet exemple parce qu'il nous mène tout droit au cœur des difficultés qu'on a vécues aussi. L'Institut Veblen baigne dans les milieux des tenants de la transition écologique et je vois bien personnellement aussi à quel point c'est difficile d'en parler, y compris dans ces milieux-là, parce que les exemples appellent à une gouvernance globale, mais qu'on n'a pas. Et donc, du coup, ça impacte le débat. Alors, David Marchal de l'ADEME, à vous la parole.
Merci et bonjour à tous. Alors, effectivement, à l'ADEME, on soutient aussi hein, le véhicule électrique en tant que solution pour décarboner les transports. Le secteur des transports qui a quand même marqué une légère baisse en France, hein. Cédric, je sais pas si les chiffres que tu citais tout à l'heure étaient au niveau monde, au niveau européen, au niveau français, mais on a effectivement quand même depuis 2020 une légère baisse des émissions du transport routier, à peu près à 120 millions de tonnes, même si c'est pas flagrant. Mais il en reste pas moins qu'avec 120 millions de tonnes, c'est tout à fait significatif hein, par rapport aux à peu près 500 millions de tonnes aujourd'hui de bilan et à l'objectif 2030 du gouvernement d'abaisser de 138 millions de tonnes nos émissions de CO2. Donc le secteur des transports routiers est bien entendu prioritaire et le véhicule électrique est une solution de décarbonation qui est indispensable. Nous, quand on fait de la prospective à l'ADEME, dans les 4 scénarios de prospective qu'on a publiés il y a 2 ans, la part des kilomètres qui sont faits par les véhicules de particuliers, c'est 90% en électrique en 2050. Hein. Donc il y a pas trop de questions en fait sur le fait que les véhicules électriques vont représenter la grande majorité du parc en 2050. La question, elle est plus aujourd'hui finalement, quel choix faire aujourd'hui par rapport à ça? Et je vais rejoindre un peu la question qui était posée de la sobriété, même si Cédric, tu l'as bien mis en avant. On a des véhicules électriques qui ont un poids carbone aujourd'hui qui est 2 à 3 fois supérieur à celui du poids carbone d'un véhicule thermique. Et donc, effectivement, quand ils roulent, ils vont économiser la différence et au bout de leur durée de vie, dans un avis de l'ADEME qu'on avait publié en fin 2022, on disait oui, un véhicule électrique, si sa batterie, enfin pour ceux dont la batterie est inférieure à 60 kWh, il a un bénéfice environnemental environ 2 à 3 fois plus faible que celui d'un véhicule thermique sur sa durée de vie. Donc il n'y a pas photo en fait. Il n'y a pas photo. Néanmoins, voilà, le poids carbone du véhicule est 2 à 3 fois supérieur. Et donc ça invite à questionner alors peut-être aujourd'hui 2 fois et non plus 3 fois, je vois c'est vrai que tu réagis. Ça invite à questionner quelque part bah, la taille de la voiture et c'est quand même primordial. Et la place de la voiture. Hein. Vous savez, 40% des salariés qui habitent à moins de 1 km de leur travail, ils vont en voiture, par exemple. Donc, la question que pose l'arrivée du véhicule électrique, c'est doit-on continuer avec le même modèle finalement de déplacement qu'on avait avec le véhicule thermique, avec cette énergie à tout faire très dense, etc., avec l'arrivée du véhicule électrique. Donc c'est tout le sujet du changement des représentations sociales, le sujet de la transition juste. Alors, côté transition juste, le véhicule électrique a cet avantage-là qu'il coûte déjà moins cher en fait à l'usage que son équivalent thermique. Donc ça, c'est bien, mais effectivement, il faut passer la barrière du surcoût. Alors, ce qu'on constate quand même, le problème dans tout ça, c'est que les industriels semblent se désintéresser petit à petit des petits véhicules. Donc, moi, j'ai quelques chiffres à vous donner sur le sujet. On a aujourd'hui une masse moyenne des véhicules neufs de 1380 kilos. Les véhicules qui se sont vendus en 2023 pèsent en moyenne 1380 kilos. C'est 10% de plus qu'en 2019. Ils coûtent en moyenne 36 000 euros. C'est 30% de plus qu'en 2019. Donc on a une croissance de la masse, une croissance forte des prix. On a aussi une part des SUV. Les SUV, effectivement, ils sont passés devant les berlines dans les ventes dans le neuf. Aujourd'hui, ils représentent 34% des ventes, devant les berlines à 33% des ventes. Donc on a effectivement un marché qui se tourne vers les SUV. Alors est-ce la responsabilité des fabricants, est-ce la responsabilité des clients ou des politiques? La question que vous posiez, Marie, elle est véridique. Néanmoins, voilà où va le marché. Alors après, dans ce contexte-là, celui des véhicules électriques, il se développe, 16,5% de part de marché en 2023 de véhicules électriques, et avec en tête des petits véhicules. Donc, vous me direz, pas de problème, c'est la Spring, c'est la Fiat 500 qui se sont vendus le plus cette année, la i208, et ensuite les Tesla. Donc ça, c'est très bien, mais on constate dans le même temps que les fabricants de voitures délaissent un certain nombre de lignes de fabrication de leurs petits modèles. Ils ont arrêté la fabrication de la C1, de la 107, de la Igo, la Smart Fortwo. Donc on a quelque part les équipementiers, les fabricants qui se tournent vers des véhicules plus chers, avec des plus fortes marges. Hein. On a une marge opérationnelle des équipementiers qui est en croissance, hein, à 12% cette année. Donc plus de marge qui est faite sur des plus gros véhicules. Donc il y a un risque
qu'on entrevoit, c'est effectivement, est-ce que finalement on ne va pas bouder les petits véhicules et cette transition ne va-t-elle pas se faire au détriment donc des personnes les moins aisées? Alors, il y a une question aussi qui était posée dans l'avis de l'ADEME à l'époque, c'était la question de comment on fait les grands kilomètres. Parce que, enfin, sur la question on va dire, du second véhicule, celui qui vous sert tous les jours à faire des petites distances, il n'y a pas vraiment de question à se poser. Le choix du véhicule électrique est la bonne option. La question, c'est, je pars en vacances 3 fois par an. Je fais plus de 300 km 3 fois par an. Comment je fais? Et la question qu'on posait finalement dans ce document-là, c'est est-ce que la taille de la batterie, est-ce que la taille marginale de la batterie, est-ce que le coût carbone marginal de ces centaines de kilomètres en plus, qui vont servir quelques fois par an, en vaut la peine d'un point de vue environnemental? C'est là que les véhicules hybrides rechargeables arrivent et on se dit, bah, finalement, c'est peut-être le véhicule hybride rechargeable qui est la bonne idée. Alors, ces véhicules hybrides rechargeables, ils représentent une part majoritaire des véhicules les plus lourds aujourd'hui. Il faut avoir en tête que les VHR représentent 75% des véhicules de plus de 2 tonnes 3 vendus en 2023. Globalement, les véhicules hybrides rechargeables sont tous des monstres en termes de poids, 2 tonnes 3. Donc, ils sont l'apanage d'une minorité, globalement. C'est aussi une façon de déguiser des gros véhicules thermiques et de les faire passer sous les seuils CO2. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième point, mais bon, si ça répond à une demande, à vrai dire, autant qu'ils soient décarbonés, ou le plus possible. Le deuxième point, c'est finalement, ils ne sont décarbonés que s'ils sont rechargés. Et là, c'est un point d'attention qu'on met quand même sur ce type de véhicules-là, puisqu'ils sont achetés aujourd'hui à 75% par des entreprises, que ce soit des loueurs ou que ce soit des flottes professionnelles, et que on sait très bien que ce n'est pas la meilleure façon d'avoir des bonnes pratiques de recharge. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec un véhicule de location hybride rechargeable où le câble de branchement n'avait même jamais été déballé. Voilà, on vous vend du rêve et derrière vous avez un véhicule thermique de 2 tonnes 3 que j'avais pas choisi ça. J'ai été surclassé, je le précise. Euh, Personne ne vous incrimine, hein. Voilà un peu un risque que je pouvais mentionner. Ensuite, peut-être pour rebondir sur les points de Cédric sur les métaux. Bon, effectivement, il y a un certain nombre de points qui vont dans le sens de la responsabilité importante des véhicules électriques sur les métaux. Nous, on avait fait une analyse comparée du poids que représente le développement du véhicule électrique par rapport au poids de l'éolien ou au poids du photovoltaïque, des technologies de la transition énergétique. Et c'est vrai que les véhicules électriques, enfin, on en entendait à l'époque beaucoup moins parler, en tout cas, que les éoliennes, que les panneaux solaires en termes de consommateurs de ressources. Et quand on regarde les chiffres, en fait, ils arrivent quand même en tête, en France, en tout cas sur le périmètre français, des consommations de ressources, notamment sur le cuivre, indiscutablement, où le véhicule électrique est effectivement majoritaire. Ça pose aussi des questions sur le lithium, non pas forcément en termes de rareté des ressources, mais en termes de part que ça représente dans l'approvisionnement mondial. En fait, nous, le calcul qu'on avait fait, c'est la consommation de lithium dans les scénarios de l'ADEME pourrait représenter 10% de la consommation mondiale, ce qui est largement au-delà de la part de la France dans le PIB mondial. Et donc, peut se poser dès lors la question de, finalement, est-ce juste pour la France d'utiliser autant de lithium? Et est-ce que, après c'est la question économique, des prix, effectivement, de la pression que ça va pouvoir avoir sur les prix. Et je voudrais finir par quelques actions de l'ADEME sur le véhicule électrique. Alors nous, on a mis en œuvre pour le compte de l'État le portail sur les bonus véhicules électriques l'an dernier. Donc c'est un dispositif qui marche bien où les constructeurs peuvent remplir quelques informations simples et on calcule si le véhicule est éligible ou pas au bonus. Et ça, on voit que c'est un système effectivement qui permet d'octroyer des primes de 7 000 euros et de conjuguer, on va dire, un impact environnemental plus faible avec une fabrication, on va dire, moins loin de l'Europe. C'est l'objectif. On soutient également les poids lourds électriques et je rejoins Marie Chéron sur le fait que c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, nous, on opère des appels à projets sur le déploiement des poids lourds électriques. On subventionne avec un classement compétitif des poids lourds. Ça part comme des petits pains, si je puis le dire. C'est un appel à projet qui marche très bien. Il y a plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été déployés, 1600 véhicules subventionnés. La question que ça pose, pour moi, c'est est-ce que on va passer à l'échelle? Aujourd'hui, on a plein de petits transporteurs
globalement qui bénéficient de ces subventions, qui veulent en bénéficier pour tester, acheter 2-3 véhicules et regarder. Est-ce qu'une fois qu'ils auront testé sur 2-3 véhicules, est-ce qu'ils vont pouvoir passer à 100 véhicules ou à 200 véhicules? Est-ce que globalement les contraintes d'usage vont être compensées, ou vont être gérables? Ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. Et il y a un besoin finalement aussi d'accompagner des études de flotte pour aider ces transporteurs à se faire une idée de ce que ça veut dire finalement faire transitionner leur flotte dans leur intégralité par rapport aux usages qu'ils en ont. Est-ce que le véhicule électrique, le poids lourd électrique sera la seule solution? Quelle est la part des poids lourds hydrogène, par exemple, dans tout ça? Aujourd'hui, c'est pas clair encore, hein, même si on voit bien que les contraintes d'usage, en tout cas, il y a un certain nombre de travaux sur ces sujets-là, les contraintes d'usage et contraintes réglementaires aussi, du nombre d'heures de conduite, etc., des poids lourds, qui font que le poids lourd électrique pourrait effectivement, moyennant des recharges à très haute puissance, on va dire, être compatible avec un usage de grand transport. Et puis, je voudrais peut-être revenir au-delà des nombreux soutiens à l'innovation qu'on a pu octroyer sur un dispositif, l'extrême défi qu'a mentionné Marie également, qui vise à innover et à proposer des véhicules intermédiaires, le plus souvent électriques, voilà, pour revoir un peu notre usage de la mobilité, de la voiture, notamment dans les zones peu denses. Alors, c'est clairement un dispositif qui va heurter les imaginaires, hein. Je ne sais pas si vous avez regardé ce que c'est que l'extrême défi. On a essayé de faire de la communication avec un journaliste qui a fait un super boulot dernièrement sur les réseaux sociaux, qui s'appelle La Nouvelle Aventure Mobile, où il a testé des véhicules intermédiaires. Il a fait un tour de France pour montrer différents types de véhicules intermédiaires. Nous, c'est une sorte de concours qu'on finance. C'est de la coopétition, en fait, que des équipementiers se mettent ensemble pour imaginer des petits véhicules de demain. Alors là, on n'est clairement pas dans l'imaginaire du gros SUV hybride, hein, donc ça sera pas forcément facilement acceptable, j'ai envie de dire, mais c'est aussi des véhicules qu'on met à la disposition des gens. On a pu, lors du grand défi écologique au Havre, il y a 2 semaines, mettre ces véhicules à disposition de tout le monde pour que chacun puisse les essayer. Enfin voilà, on participe un peu de ce mouvement-là. Donc c'est un peu la page publicitaire, mais je trouve ça intéressant comme initiative, d'autant que ça allie là aussi voilà, un changement d'imaginaire, de la technique, de la techno, un peu de la low-tech, et puis de la coopération entre acteurs. Pour finir, Cédric, il y a un point que tu n'as pas trop abordé, c'est l'impact sur le réseau électrique de la recharge, puisqu'après c'est la question qui arrive vite, c'est comment on va faire le 15 août, globalement, quand on va tous partir en vacances, ou comment vont faire les poids lourds électriques pour tous se recharger en même temps. Alors c'est vrai que nous, ce qu'on mettait en avant dans la vie de l'ADEME à l'époque, c'était la notion d'ordre de grandeur, c'est-à-dire recharger son véhicule à la pompe. Aujourd'hui, en 2 minutes, faire le plein, c'est plusieurs mégawatts. C'est 1,5 mégawatts d'équivalent puissance électrique. Or, 1,5 mégawatts, bon, on n'a pas ça aujourd'hui à la prise, hein. Vous êtes à 6 kilowatts, à 9 kilowatts chez vous, voilà, on est loin du mégawatt. Donc, effectivement, c'est sans doute un mode de recharge qui est nécessaire en termes de réassurance sur les aires d'autoroute, en termes de réseau de hub de haute puissance pour rassurer les gens, pour qu'ils puissent faire des grands trajets. Et finalement, mieux vaut des recharges forte puissance disponibles que des batteries énormes. On est là sur finalement un juste milieu, avoir des batteries de taille plus modérée, mais permettre, pour les quelques fois où on va faire de la grande distance, une recharge rapide. Il y a sur ce sujet-là donc des études qui existent également qui montrent que, a priori, la transition, y compris du grand transport routier, serait possible avec un impact assez faible sur le dimensionnement du réseau. Je fais référence à une étude de Enedis, notamment coportée par Enedis, Total et Vinci, assez récente. Nous, on mène par ailleurs en ce moment une ACV conséquentielle du déploiement des véhicules électriques. Alors, une ACV conséquentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait une analyse de cycle de vie qui va regarder donc les impacts sur différents sujets, les impacts CO2, mais également les impacts matière, pollution. Une analyse de cycle de vie, ça veut dire qu'on prend en compte l'énergie grise et la fin de vie, et elle est conséquentielle dans le sens où elle va regarder quels sont les impacts non pas du développement d'un véhicule, mais d'une politique de développement des véhicules électriques, en prenant en compte les conséquences de cette politique sur le réseau électrique notamment. Donc on va quelque part attribuer pour l'exercice les impacts du développement du réseau électrique supplémentaire pour essayer d'analyser le
le bilan global. Voilà. Donc ça, c'est une étude qui est en cours à l'ADEME. Ça va prendre encore quelques temps. C'est des gros travaux. Mais voilà, ça permettra d'alimenter ce débat compliqué. Merci. Voilà, j'ai à peu près Absolument. Vous avez à évoqué peu mon près sujet. respecté le temps des paroles. Merci beaucoup. Comme tous les trois d'ailleurs, on vous en remercie. Il nous reste une trentaine des minutes pour le débat. Merci David. D'ailleurs, je retiens que l'ADEME investit de plus en plus la sobriété et les petits véhicules au moment même où l'industrie semble l'abandonner. Cédric voudrait tout de suite intervenir, mais je laisse quand même à lui, Deuxy, de l'association pour un réveil écologique, de reprendre l'animation pour le reste de la séance. Lui, tu peux... Bonjour, bonjour à tous. Vous allez pouvoir parler, Monsieur Philibert, simplement quelques petites questions. Alors, juste pour poser un peu le décor, il y a différents thèmes que je souhaiterais un peu aborder. Vous avez parlé de beaucoup de choses, mais peut-être un petit peu plus de sobriété, de mobilité, de post-croissance éventuellement, puisque c'est le titre du cycle de conférences et de lien avec la voiture électrique, de réglementation européenne, de concurrence chinoise, de modèle économique de la voiture, de borne électrique. Bref, il y a plein de sujets à aborder. On n'aura pas forcément le temps en 30 minutes, mais on pourra faire de notre mieux. Peut-être pour commencer, j'aimerais bien revenir sur une phrase que vous avez dite, Monsieur Marshall. Vous avez dit que dans les 4 scénarios envisagés par l'ADEME, donc dans le scénario S1, S2, S3, S4 de ADEME Transition 2050, 90% des kilomètres parcourus seraient en voiture électrique. Ça, j'imagine que c'est un peu plus ou moins plutôt qu'une conséquence, une hypothèse de construction des modèles. Parce que si on regarde plus précisément les trajectoires de ces différents scénarios, finalement, on a entre 4 et 8 millions de voitures électriques en 2030 et entre 18 et 33 millions en 2050. Alors peut-être, enfin, ma question est assez simple, qu'est-ce que ça change en termes d'externalités générées par la voiture électrique, de tension sur le réseau électrique et finalement tout ce dont on a parlé jusqu'ici? Qu'est-ce que ça change un monde entre 18 millions de voitures électriques et 33? La question, elle est pas simple, mais j'ai au moins les éléments de réponse sur un sujet, c'est-à-dire que globalement, dans les 4 scénarios, on s'est amusé à les comparer en termes d'impact, que ce soit de l'impact sur l'artificialisation des sols, à l'impact sur les ressources en eau, en métaux. Ce qu'on constate, pour dire les choses simplement, il y a un facteur 2. Ça, c'est une conséquence. Alors, on peut dire que c'est des hypothèses à droite à gauche qu'on a mis, mais enfin, en tout cas, on n'a pas conçu les scénarios pour ça. On constate à la fin, en faisant les analyses, qu'on se retrouve avec un facteur 2 entre le S1 et le S4, donc le scénario le plus sobre et le scénario le moins sobre, sur tout un tas de ressources. Et ça va de l'eau d'irrigation, aux besoins en matériaux, enfin, à l'artificialisation des sols, au rythme d'artificialisation des sols. Et donc, pour les besoins en matériaux, voilà, un monde où on a très peu de véhicules électriques comme dans le S1 et un monde où on a 35 millions comme dans le S4, c'est à peu près 2 fois plus de besoins en cuivre, par exemple. Donc oui, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, d'où ce questionnement qu'on peut avoir sur la sobriété. Et sur la résilience, c'est aussi quelque chose qu'on a republié récemment en mettant à jour la synthèse de Transition 2050. On a fait une analyse de la résilience des 4 scénarios sous ce prisme-là. Peut-être, Monsieur Philibert, vous souhaitez continuer, répondre, peut-être parler un petit peu plus de sobriété. Je sais que vous avez Oui, déjà merci. plusieurs prises de parole sur le Bah, sujet. oui, alors c'est intéressant de comparer nos trois interventions parce que je vois un grand accord stratégique de fond. Nous voulons plus de sobriété, de report modal, de vélo, de marche à pied et électrifier les véhicules qui resteront nécessaires. Mais je vois une divergence tactique, c'est-à-dire que dans vos termes, je vais prendre ceux de David, mais au fond, Marie avait dit un peu la même chose, l'électromobilité doit nous tirer vers la sobriété. Et c'est ça que j'avoue que je ne comprends pas, parce que euh, pourquoi ce serait l'électromobilité qui devrait nous tirer vers la sobriété et pas la thermomobilité qui est bien plus dommageable pour l'environnement et le climat qui devrait nous tirer vers la sobriété. Et je dois dire je vois un danger auquel Marie a fait illusion, mais d'une façon plutôt positive, en disant les gens voudraient qu'on fasse, par exemple, pour l'ouverture de la mine de lithium à Échassières, voudraient qu'une condition soit que le lithium n'aille pas dans des gros SUV. Et moi, je crois que surtout pas, on ne doit pas tenir en otage l'électrification des véhicules pour la sobriété. C'est un contresens absolu. L'urgence aujourd'hui, c'est de décarboner et donc d'aller vers l'électromobilité. La sobriété, je suis
tout à fait favorable, mais on sait bien combien c'est difficile, combien c'est lent, combien c'est une action multifacette, combien il faut convaincre les gens. Les gens achètent des SUV, ils achètent plus de SUV que de berlines. Ils doivent avoir des raisons pour ça. Si on pense que s'ils se trompent, il faut leur expliquer, mais c'est à eux de choisir, in fine. Alors, on est un peu victime d'une illusion parce que les constructeurs automobiles européens ont financé leur R&D par les segments les plus profitables, c'est-à-dire les segments les plus coûteux, donc les voitures grosses et luxueuses. Ils avaient déjà fait ça pour les hybrides ou les hybrides rechargeables, ils font ça pour les véhicules électriques. Les petites voitures arrivent, ne vous inquiétez pas, la R5 arrive, elle sera partout dans nos rues, la IC3 arrive, elle sera partout dans nos rues, et on aura une perception, je pense, différente de ça dans un an ou deux. Là, on est un peu obnubilé parce que, effectivement, alors en plus, on arrête la Zoé que tout le monde connaît, les autres, on les connaît moins. Et donc, on a tendance à ne voir que les grosses voitures. La Tesla, bon, elle n'est pas si grosse après tout. Mais voilà, il y a une espèce de fixation très franco-française, je trouve, sur la grosse voiture mais franchement, tenir en otage l'électrification au nom de la sobriété serait une erreur tragique. À part ça, il n'y a aucun moyen pour un fabricant de lithium qui ensuite vend à un fabricant de matériaux actifs de cathode, qui ensuite vend à un fabricant de batteries, qui ensuite vend à un fabricant de voitures. Il n'y a aucun moyen de contrôler l'ensemble de la chaîne et de s'assurer que son lithium n'ira pas dans un gros SUV. Alors C'est là, tout quand on à parlait de fait. sobriété, c'était plus sobriété du nombre de voitures électriques de manière générale. Et si je peux me permettre, il y a une question sur le chat qui vous est adressée, qui vous demande justement sur quel Il faut scénario est-ce que vous limiter vous la basez dans puissance des votre batteries. livre? Est-ce que Ah, vous avez fait un chiffrage notamment? non, j'ai pas fait de scénario explicite. Je suis parti du milliard de voitures qu'on avait en disant peut-être qu'on en aura moins, mais je suis pas sûr. Peut-être qu'on en aura plus à cause des pays en développement. Puis là, je vous ai chiffré ça. Et je vous ai dit, si on réduit par 2,5 notre nombre de voitures dans les pays riches, compte tenu de l'évolution probable et en tout cas souhaitable de la sortie de la pauvreté de 2,5 milliards d'habitants qui y sont encore, on aura probablement plutôt 2 milliards de voitures dans le monde de 2050. Donc si elles sont au pétrole, on sera bien embêté. Il vaut mieux qu'elle soit électrique. Si on veut une mesure de sobriété qui immédiatement allonge l'autonomie des véhicules électriques, en même temps qu'elle réduit la consommation de pétrole des voitures thermiques, c'est la limitation de vitesse sur l'autoroute. Parce que la vitesse est un élément très important de consommation. Ça vaut pour l'électrique comme pour le thermique. Quand on passe de 110 à 130, on augmente de 20% la consommation. Donc là, on a un moyen très puissant de réduire instantanément les émissions de CO2 et d'augmenter instantanément l'autonomie des véhicules électriques et donc de réduire ce qu'on appelle la range anxiety, l'anxiété par rapport à l'autonomie qui pousse les gens à acheter parfois des voitures qui ont des batteries plus grosses que celles qu'ils vont utiliser. Cela dit, les voyages longue distance, David, si tu en fais trois, c'est que tu appartiens au décile le plus, le plus faible de la population française, parce que les statistiques disent c'est 3 dans le premier décile et c'est 13 dans le décile le plus important. Donc, et en termes de kilomètres voyageurs parcourus, c'est plus de la moitié quand même. Donc, c'est entre 40 et 60% selon la catégorie sociale à laquelle on appartient. Donc, c'est quand même important. C'est pas, voilà, on ne peut pas juste d'un mot dire on va avoir que des petites voitures et puis qu'est-ce qu'on fera pour les grandes? Ben, on se débrouillera, on fera non seulement la queue à la station pour les recharger, comme tu dis, le 15 août, mais on fera aussi la queue chez le loueur parce qu'il n'aura pas des voitures pour tout le monde. Donc c'est pour ça que la plupart des gens, finalement, en tout cas quand ils n'achètent qu'une voiture, ils achètent une voiture pas forcément énorme, mais quand même suffisamment pour pouvoir emmener la famille, le chien, la planche à voile, les skis, peu importe, et faire 600 km si c'est ça qu'ils veulent faire. Et sortir de ça n'est pas si simple. C'est vrai que pour l'instant, on se pose pas mal de la question de la voiture électrique du point de vue du consommateur, et notamment des freins. Peut-être un peu moins du côté constructeur. Est-ce que Marie Chéron, vous souhaitez peut-être parler de la réglementation européenne dite CAFE, qui concerne les émissions à l'échappement et qui aboutit notamment à l'interdiction des véhicules thermiques d'ici 2035 en moyenne par constructeur? J'imagine que vous en avez entendu parler. Alors, en quoi ça consiste? Quelles conséquences ça peut avoir, ces histoires de paliers en 2025, 2030, 2035? Et aussi, bah, on est en pleine campagne européenne en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose à craindre en ce sens avec une éventuelle reconfiguration politique du Parlement à l'issue des élections? Pour rappel, la loi a été votée en 2020.
Donc, oui, donc en effet, on a une réglementation européenne donc, qui a été vraiment votée définitivement en mars 2023, puisque l'année dernière, il y a un an, on sortait à peine d'un épisode au moment du vote où du coup les Allemands sont remontés au créneau pour qu'il y ait cette petite annexe au texte qui fait que donc on a un objectif qui fixe un objectif de réduction des émissions de CO2, 100% d'ici 2035, ce qui aboutit à dire on ne pourra plus mettre sur le marché de thermique neuf à cette échéance. Mais il y a effectivement cette petite annexe, je rentre pas dans les détails, c'est même pas encore totalement bouclé le débat sur le sujet, mais qui permettra aussi à ce que des véhicules dits neutres en carbone puissent rouler. Donc ça, c'est le côté e-fuel, avec une volonté de permettre à des véhicules qui ne rouleraient qu'avec des e-fuel, donc carburant de synthèse, de continuer de rouler et d'être mis sur le marché. Ce débat-là n'est pas totalement clos. Pour nous, les possibilités de cette solution technologique sont très limitées. C'est cher, c'est rare, il y en aura besoin pour le maritime et l'aérien. Donc, c'est vrai que c'est vraiment l'électrique qui va prendre le dessus et on voit qu'on a un marché qui décolle. On a un marché qui a nettement décollé depuis 2021 parce qu'on a eu une première étape de réglementation avec un objectif de mise que tous les véhicules mis sur le marché aient un niveau d'émission moyen de 95 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui a fait, quand vous regardez les courbes de niveau d'émission, ça baisse en 2020-2021. Et là, en ce moment, donc on a eu ce virage avec une augmentation des parts de marché. C'est très diversifié selon les pays, mais en France, on a quand même, là, en ce moment, on est à 17% de parts de marché sur l'électrique, ce qui est pas mal. Et c'est un peu plus de 20% sur juste les achats de particuliers. Parce que sur les achats d'entreprises, qui représentent la moitié du marché, c'est un peu moins. Donc, on a une dynamique qui monte. Par contre, on a une petite stagnation en ce moment du marché due à la fin des bonus, par exemple pour les entreprises en France, fin des bonus en Allemagne. Et donc, on a, pour ne citer que 2 exemples, et donc on a une petite stagnation du marché. Cette stagnation, elle s'explique aussi parce qu'il va y avoir des nouveaux objectifs réglementaires pour les constructeurs en 2025, avec un changement de méthode. Donc là-dessus, je pourrais vous partager juste après le papier. Je crois qu'il est sorti. On a un nouveau papier qui est sorti pour expliquer le changement de méthode de la réglementation, où du coup, il y a des objectifs de réduction qui sont fixés pour chaque constructeur et qui dépendent aussi de ce qui a été mis sur le marché avant. Donc, on change de méthode. Et il y a un point qui est important, c'est que dans cette réglementation, il y avait un morceau de la règle qui disait que plus les véhicules que les constructeurs mettaient sur le marché étaient lourds, et plus finalement ils bénéficiaient d'une sorte de aide. C'est-à-dire que l'objectif était moins important quand on mettait des véhicules lourds. Ça avait été négocié par les Allemands. Cette règle-là, elle a favorisé clairement la mise sur le marché de véhicules plus lourds ces dernières années. Par contre, ça devient plus vrai, ça s'inverse à partir de 2025 de toute façon, puisque finalement ça arrive à l'inverse. C'est-à-dire que les constructeurs, tels que BMW, qui ont mis beaucoup de véhicules plus lourds sur le marché, vont se retrouver pénalisés en 2025 s'ils continuent. Donc du coup, ça c'est quand même la bonne nouvelle. C'est que la règle devient plus cohérente à partir de 2025. Donc un changement de méthode qui se durcit, etc. Et ça peut expliquer aussi le fait qu'on peut avoir une stagnation avant d'avoir de nouveaux objectifs. C'est normal dans la mise sur le marché, dans les logiques de mise sur le marché. Je sais pas si j'étais très claire, mais si tu réponds à la question, mais c'est bien sûr. Il y avait simplement la question sur justement le cadre actuel avec les élections européennes. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça change? Oui, et donc j'allais venir. Donc du coup, là, le cadre, la politique européenne, c'est vrai que l'extrême droite s'oppose rigoureusement à ce changement-là. Et elle est suivie par une petite partie des députés de droite. On a quelques voix en France qui sont aussi comme ça, et qui disent que la clause de revoyure, qui est prévue pour 2026, ils pensent que ça va permettre de réouvrir l'entièreté du texte. 2 choses. C'est pas si simple pour 2 raisons. Une raison politique, une raison économique. La raison politique, c'est tout simplement qu'il faudrait avoir un vote à l'unanimité. Donc l'élection n'est pas faite, l'extrême droite n'a pas encore gagné, et c'est pas le scénario du tout le plus favorable. Mais politiquement, il faudrait repasser par de nombreux votes et obtenir des majorités. Donc politiquement, c'est pas du tout facile, entre guillemets. Il ne s'agit pas de claquer des doigts et de décréter que ce texte va être mis en cause. Il a été négocié pendant pas mal de temps et repose sur un ensemble d'arguments. Et la deuxième chose, c'est l'argument économique. Et je pense que c'est pour ça aussi que quelqu'un comme Carlos Tavares revient dans les médias la semaine dernière pour dire
ah, finalement, il faudrait peut-être arrêter de changer de cap tous les 6 mois et peut-être que c'est bien, on a intérêt à s'en tenir là. On a intérêt à s'en tenir là parce qu'étant donné le montant des investissements qui sont aujourd'hui mis dans les gigafactories et dans l'ensemble de la chaîne de valeur, euh, y compris dans les mines et jusqu'au recyclage, il n'y a aucun intérêt économique à menacer ces investissements. Une remise en cause du cap de 2035, c'est une remise en cause de cette dynamique-là. Et là, ça serait ouvrir la porte grande ouverte pour les concurrents américains et chinois, en fonction des segments. Donc là-dessus, c'est vraiment ça qu'il faut faire comprendre aujourd'hui, c'est que cette règle européenne, c'est celle qui est en train de driver le marché, les acteurs économiques, les investissements. Et quand on dit investissement, derrière, c'est les activités économiques et des emplois qu'il y a derrière. Remettre ça en cause, ce serait catastrophique pour nos territoires. Je Merci, pense que merci beaucoup Tavares pour a cette lu le réponse. chapitre 8 de mon... Pardon. Chapitre 8, donc. Super, merci beaucoup. J'en profite puisque c'est le sujet pour poser la question du chat. On a la réglementation actuelle qui limite les émissions à l'échappement, donc à 0 g de CO2. Du coup, fait pas forcément de différence entre les voitures électriques. Alors la question qui est posée, c'est est-ce que on ne pourrait pas faire une réglementation pour encadrer la dimension des véhicules et notamment limiter la puissance des batteries. Alors, on a déjà un peu parlé des véhicules légers, mais est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? Juste une remarque Moi, je veux... là-dessus. Il y a effectivement des réflexions en cours sur des réglementations complémentaires qui permettraient justement d'avoir des critères d'efficacité, par exemple, sur les batteries. Et du coup, avec des enjeux à la fois derrière en termes de consommation de ressources, de consommation d'électricité à l'usage, etc. Et ça s'inspire notamment aussi de la méthode EcoScore qui a été bossée en partie par l'ADEME. Moi, je suis plutôt défavorable à ce genre de mesures. Je vais vous donner un exemple. Si on passe des batteries dites ternaires NMC qui sont riches en nickel et en cadmium et en cobalt, qui posent des problèmes, dont l'extraction pose des problèmes en République démocratique du Congo ou en Indonésie, à des batteries lithium fer phosphate, pour avoir la même quantité énergétique, on pesera un peu plus lourd. Et donc, voilà, il y a un avantage d'un côté, il y a un inconvénient de l'autre. Si on passe aux batteries, futures batteries au sodium, bah, ça risque d'être encore plus lourd parce que pour l'instant, la densité énergétique et l'énergie spécifique ne sont pas là. Donc voilà, on risque à vouloir encadrer les choses comme ça, on risque de se tirer des tas de balles dans le pied et je pense que c'est pas la bonne façon de faire. Peut-être quelques éléments là-dessus. Dans le calcul du bonus véhicule électrique, on prend en compte à la taille des véhicules et alors d'une façon plus ou moins directe, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui a été pris en compte. Et deuxième point, effectivement, enfin, c'est quand même un sujet, la croissance de la taille des véhicules, et y compris sur la qualité de l'air au-delà des émissions à l'échappement. Les véhicules électriques, certes, émettent bon, zéro particules à l'échappement. Ils en émettent moins au freinage que les véhicules thermiques parce qu'ils ont un freinage régénératif, mais comme ils sont plus lourds en moyenne, en fait, ils réémettent davantage, notamment en ville, de particules au sol. Voilà, la remise en suspension des particules au sol. Donc, enfin, c'est pour ça qu'une politique seule d'électrification n'est pas, je dis pas qu'elle n'est pas pertinente, je dis qu'elle n'est pas, elle est pas suffisante sur les questions de qualité de l'air en ville, notamment, et qu'il serait plus pertinent d'adjoindre une politique d'électrification avec une politique de baisse de la masse des véhicules. Alors, pour conclure justement sur cette question de la taille des batteries et des types de voitures, j'aimerais bien savoir si, enfin, le lien avec la question géopolitique de la concurrence chinoise. Alors, on dit beaucoup que les constructeurs chinois vont inonder le marché car ils construisent des voitures très performantes, notamment grâce au dumping social et environnemental. Plus précisément, est-ce que vous avez des éléments de prospective ou déjà actuels sur le segment de marché lesquels ils pourraient se positionner? Est-ce qu'ils vont plutôt concurrencer les constructeurs allemands sur du haut de gamme ou au contraire faire, je sais pas, comme ils font avec le textile, des voitures très peu chères euh, avec beaucoup de dumping? Est-ce qu'il y a une place à se faire sur d'autres modèles pour les véhicules français, pour les constructeurs français, notamment sur les plus petits modèles, ou ce que vous avez dit, David Marshall, en disant les industriels se désintéressent des petits véhicules, c'est indépassable. Non, les petits véhicules arrivent. Pour l'instant, la Chine n'a percé. Il y a qu'une marque qui a un peu percé avec 100 000 voitures en Europe, c'est MG. Il n'y a pas beaucoup de voitures chinoises pour l'instant.
Ils ont des avantages compétitifs, mais on a mis des barrières. Il y a une barrière douanière, même si elle est plus faible en Europe qu'aux États-Unis, bien sûr. Et il y a une barrière sur l'accès au bonus, qui suppose de remplir un certain nombre de conditions, qui pour l'instant et pour quelques années ne sont pas remplies par les Chinois. Mais attention, ça va arriver vite parce que les renouvelables se développent à toute vitesse maintenant dans le monde, y compris en Chine, ce qui va améliorer le bilan CO2 des voitures actuelles, le bilan CO2 des voitures qui seront construites demain, mais y compris des voitures chinoises. Donc, tôt ou tard, elles vont rentrer dans le cadre qui est imposé, qui pour l'instant représente surtout, enfin, représente, au-delà de la paperasse nécessaire, représente effectivement un non-accès au bonus écologique pour les voitures chinoises. Ça ne durera pas toujours, mais ça peut donner quelques années nécessaires à l'industrie automobile européenne pour faire beaucoup de progrès en termes de coûts, en termes de fabrication de masse et en termes de petites voitures populaires. Je ne vois pas de raison pour lesquelles on n'y arriverait pas. Peut-être un point complémentaire sur ce sujet-là. Faut toujours garder en tête un peu l'exemple du photovoltaïque sur la capacité à verrouiller un marché. Ce qui n'est pas évident dans ce secteur des batteries, c'est qu'il y a effectivement plusieurs technologies enfin, il y a une technologie majoritaire aujourd'hui, des technologies concurrentes qui arrivent qui seront potentiellement meilleures, mais on a un effet d'échelle qui fait que la technologie en place avec gigafactory multiples va abaisser ses coûts et va potentiellement empêcher les autres de rentrer dans le marché. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est très simple à déterminer aujourd'hui, à savoir, mais enfin, voilà, ce qui fait qu'on pourrait éventuellement empêcher de rentrer dans le marché des technologies éventuellement plus performantes, moins impactantes, etc., du simple fait des lois de l'économie. Marie-Chion, vous voulez ajouter quelque chose sur cette dimension-là? Sur cette dimension-là, effectivement, il y a un vrai sujet avec la concurrence chinoise. C'est pour ça qu'on plaide aussi, nous, pour un renforcement coordonné de la politique industrielle européenne, et notamment via enfin, le renforcement des barrières douanières. Mais effectivement, il y a un enjeu à ce que ce soit l'Europe aussi qui protège son industrie. Ça nécessite un minimum de coordination, alors qu'on est plutôt aujourd'hui effectivement dans des logiques parfois de concurrence entre les pays au niveau européen. Donc, il va falloir ça. Ok, je vais en profiter pour poser une autre question dans le chat qui vient d'apparaître, qui serait face à tous les problèmes posés par la voiture en tant qu'objet, autant qu'il faut pour identifier l'autre conséquence écologique hors CO2 l'électrification. Je peux ajouter d'ailleurs, on a commencé à en parler, mais les questions de pollution, mais notamment de consommation d'espace et des infrastructures. Ne serait-il pas plus cohérent, efficace et rapide de trouver un moyen de se passer de la voiture en général? Bon, c'est peut-être un peu large. Je pourrais élargir un peu la question, peut-être pour que vous puissiez cibler vos réponses sur, on va dire, ce que ça change du point de vue du modèle économique de la voiture, d'avoir une voiture électrique où les coûts sont des coûts fixes d'abord, et la structure de dépense aussi par rapport à la voiture, enfin, la voiture thermique, où là c'est plutôt des coûts variables, c'est pas la même structure de dépendance. Qu'est-ce que ça change? Et surtout en termes d'utilisation de la voiture, à partir du moment où on a une voiture électrique qui nous coûte zéro ou alors très peu à l'utilisation, est-ce qu'il n'y a pas un gros risque en fait d'effet rebond et de démultiplication de kilomètres parcourus qui nous empêche de sortir de ce modèle, de diminuer la consommation d'espace liée à la voiture, euh, notamment par exemple. Je pense que la question de l'espace, c'est une question qui est posée aux municipalités. C'est à elles qu'il revient d'arbitrer entre les différents usages de la voirie qui, dans tout espace urbain, est par nature limité. Et c'est ce qu'elles font depuis qu'on a arrêté de démanteler les transports en commun et qu'on a recommencé à les reconstruire, soit en surface, soit en sous-sol. Voilà, on arbitre différemment. On le voit très bien à Paris et dans un certain nombre de villes de province, où on voit voilà, des séparateurs physiques qui protègent les bus, qui protègent les vélos et qui organisent un autre partage de la voirie. Et comme la circulation a tendance à se régler à embouteillage constant, ça fait mécaniquement diminuer le nombre de voitures parce que quand les gens ont fait la queue trop longtemps dans un embouteillage, le lendemain, ils prennent les transports en commun. Donc, c'est une question qui est posée aux municipalités. Je ne pense pas que ce soit une question posée au gouvernement parce que on ne manque pas de place sur le territoire français pour accueillir les voitures. On manque de place dans les villes pour les faire circuler, ce qui n'est pas la même chose.
Et en grande banlieue et dans les espaces ruraux, eh bien, on a besoin de sa voiture en général. Pour compléter la réponse par une petite pirouette, c'est certain que la sobriété ou le fait d'éviter tant que possible un trajet ou de le covoiturer, etc., va induire des baisses d'émissions plus rapides que le déploiement d'une technologie dans le parc. Je parle du transport comme je pourrais parler du bâtiment, etc. Enfin, quand on fait de la prospective, on voit que voilà, déployer une technologie, ça va se faire sur le temps long, alors que une action de sobriété, alors Je suis d'accord. on a l'exemple du Covid, hein, qui était sans doute très strict, oui, mais qui a donné lieu à un développement du vélo quand même, Cédric, Oui, non, mais pérenne d'accord. et très rapide, et qui a montré que c'était pas impossible de faire des changements rapides sur ce terrain-là. Voilà. Et les gens qui le font, finalement, le font, s'ils maintiennent cette pratique, c'est ils en trouvent des bénéfices. Oui, c'est le Covid en même temps que l'assistance électrique, hein, qui a propulsé le vélo. Bah oui. Oui, oui. Euh, oui, oui, non, mais je suis pas d'accord. C'est-à-dire que si tu regardes les évolutions longues, ça fait depuis les années 70 qu'on redéveloppe les transports en commun dans ce pays. Et ça prend des années. Maintenant, on fait prolonger les métros, les RER, créer des RER, ça prend des années. C'est extrêmement lent et difficile. Alors, il y a des choses qui sont plus rapides. Effectivement, si on confine tout le monde à la maison, on a des résultats rapides. Mais je pense pas que ce soit une solution pragmatique. Non, non, je pense que la diffusion des technologies, ça peut aller beaucoup plus vite. Je pourrais t'en donner un exemple d'ailleurs, si tu voulais, avec les deux célèbres photos. Donc, vous voyez ici le matin de Pâques 1900, 5e avenue New York. Cherchez l'automobile, vous avez que des voitures à cheval et vous avez une automobile. Et 13 ans plus tard, dans la même avenue, 5e avenue de New York, vous avez que des voitures automobiles et une voiture hippomobile qui est perdue au milieu, qui est là. Voilà. Donc, en l'espace de 13 ans, on a complètement changé le mode de propulsion automobile à New York. Donc, non, je pense que voilà, le rythme de renouvellement des parcs, euh, les voitures, c'est dure en moyenne 19 ans. Bah, à partir 19 ans après 2035, on aura tout renouvelé et bon, on va y aller progressivement parce qu'on veut pas faire contrairement à ce que certains croient, on ne veut pas faire violence aux gens et les obliger à mettre au rencard une voiture à essence qui marcherait encore ou diesel qui marche encore. On veut faire au rythme de renouvellement du parc, mais voilà, le temps de renouveler un parc, eh bien, on peut arriver à des résultats quand même étonnants. Et je ne crois pas qu'on arrivera à diminuer autant les émissions de CO2 avec la sobriété dans ce même laps de temps. C'est pas vrai. Si on arrive dans le monde à ne pas trop augmenter le parc automobile et sa consommation de pétrole, on aura fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts réussis de sobriété. Et sur cette question aussi du déploiement, enfin, sur cette question urbanistique, plutôt, il y a aussi la question du déploiement des bornes de recharge électriques et surtout de la responsabilité, en fait, de qui doit les faire, sur le point de vue, par exemple, des aménageurs. Les aménageurs, ils sont là, bah, on veut bien construire des bornes, mais s'il n'y a pas d'utilisateurs, l'État, c'est pas forcément son rôle, les constructeurs, quel est le modèle économique? Parce que finalement, il y a plein de constructeurs, enfin, de personnes qui déploient des bornes qui disent, bah, nous, on les déploie, mais elles sont sous-utilisées aujourd'hui. Il y a la question du maillage du réseau. Finalement, qui est-ce qui coordonne tout ça, qui devrait coordonner tout ça et comment tout ça se profile? Sur ce sujet-là, nous à l'ADEME, on a subventionné 4000 points de recharge haute puissance en tant qu'opérateur de l'État sur France 2030. Donc c'est quelque part une fonction de réassurance, hein, de déployer ces hubs haute puissance pour que les gens aient confiance et sachent qu'ils pourront se recharger au cas où. Pour moi, le sujet, parce que voilà, on a déjà un maillage assez bon. Il y a 120 000 points de charge publics accessibles aujourd'hui, hein, 123 000. Le sujet, c'est le sujet de la disponibilité de ces bornes, puisque comme vous le disiez, elles sont peu utilisées, elles ont une fonction de réassurance, et elles ont aujourd'hui un taux de disponibilité de 80%, ce qui veut dire que si jamais vous êtes en rade au milieu de la campagne et que vous tombez sur une borne, vous avez une chance sur 5 pour qu'elle ne fonctionne pas, ce qui est, ce qui est pas négligeable en fait. Non, non, non. Voilà. C'est un des soucis. Un autre, c'est le souci de pouvoir payer avec sa carte bleue et non pas avec des cartes spécialisées à chaque fois. Donc, il y a des progrès à faire.
Moi, j'ai suggéré à mes amis développeurs de parcs solaires et éoliens de toujours mettre des bornes de recharge de véhicules électriques à côté de leur parc, ce qui sera une façon, au fond, de transformer la visibilité des éoliennes que chacun critique, d'en faire un truc positif. Quand on sera perdu dans la campagne et qu'on verra une éolienne, on saura qu'au pied de cette éolienne, on peut toujours recharger sa voiture électrique à un prix extrêmement avantageux. Voilà. Ce qui permet de lier les éoliennes et les voitures électriques. Bon, bah, c'est bien de pouvoir terminer sur des propositions un petit peu plus positives. Alors, j'ai plutôt une annonce d'une séance la semaine prochaine déjà, parce que l'Académie du climat, c'est pour plus tard, mais nous avons beaucoup parlé des batteries aujourd'hui et ça m'a rappelé que le 30 avril, donc mardi prochain, nous avons une séance consacrée au défi de la réindustrialisation verte. Donc, vous voyez, on n'est pas très loin du sujet avec, entre autres, une responsable de Vercor, qui est une société grenobloise qui va bientôt ouvrir une grande usine de batteries française à Dunkerque. Donc nous poursuivrons sans doute le sujet de la voiture électrique de cette façon-là, mais il y aura aussi avec nous Nadine Levrato, qui est économiste et directrice de la recherche au CNRS et qui a contribué au dernier numéro de l'économie politique, de notre revue L'économie politique que nous publions ensemble avec Alternatives économiques et qui faisait une série de propositions en vue des élections européennes. Et donc Nadine Levrato a décortiqué un peu les plans industriels existants et a fait quelques propositions dans son article. Et pour les commenter, nous aurons aussi avec nous Thomas Gébin, qui est responsable de programme macroéconomie et finances internationales au CEPI. Donc voilà, nous allons croiser des points de vue des économistes et des ingénieurs sur cette question de la réindustrialisation verte qui a été posée de façon indirecte aujourd'hui aussi. Voilà pour la suite du programme de l'Institut Veblen. Je vous renvoie à notre site et à notre newsletter. Il me reste juste à remercier à nos trois intervenants pour votre temps et à vous donner rendez-vous pour des séances suivantes. Merci beaucoup Cédric, merci David, merci Marie pour votre temps. Et merci Merci à Merci, vous. Rocheteau. l'animation. Merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.